bienvenue à notre live. Sur la 3e posture du livre Je suis là avec vous, 9 postures pour accueillir les enfants et les adolescents en souffrance. Aujourd'hui, nous allons avoir un moment très spécial. Nous serons ici avec Rosandro Klinger, une personne extrêmement qualifiée pour avoir cette conversation avec nous, un psychologue, psychanalyste aussi, conférencier. Il est écrivain, enfin, il a toujours été très présent. Alors, dans mon parcours, une personne avec qui je partage une amitié depuis déjà 10 ans et avec qui nous allons avoir cette merveilleuse discussion. Aujourd'hui, qui fait partie de ce parcours de lancement. Dans ce livre, ici, je suis là avec vous, 9 postures pour accueillir les enfants et les adolescents en souffrance, qui a été lancé maintenant, le 20, ici à Brasilia. Et nous allons discuter avec Rosandro à ce sujet. Laisse-moi l'inclure ici, attendons un moment. Bonjour. Bonjour, ma sœur. Bonjour, tout va bien. Tout est en paix, quelle joie d'être ici en ce moment. J'ai suivi quelques-unes des précédentes diffusions en direct, la dernière. Très belle, très heureux d'être ici avec un livre du moment qui arrive avec tant de délicatesse pour accueillir les familles, où nous savons qu'il y a une fragilité aujourd'hui ici. Quand je parle de fragilité, d'une génération, jamais sur un ton de critique, mais d'accueil, de comprendre les dynamiques que nous avons à notre époque et de pouvoir accueillir. Alors, votre livre est très bienvenu, comme toujours, ce que vous faites, ce que vous écrivez, est très bienvenu. Je suis heureux d'être ici. Expliquez aux gens pourquoi je vous appelle ma sœur. Nous avons des frères de sang et des frères de cœur. Depuis que nous nous sommes rencontrés, nous allons faire. Qui sont pour moi, comme des neveux. Ça, je l'appelle ma sœur. Et, les gens, vous avez compris, là, c'est vraiment une sœur de cœur, très grande. Oh, Natalia arrive. Il y a beaucoup de monde ici, n'est-ce pas? Qui nous suit depuis longtemps et connaît notre parcours. Ça doit être notre 10e live ensemble, non? Allez, allez, par là. Je pense que. Tran Carpineja, avec qui j'ai fait cette série. Jamais ce que j'ai le plus fait là-bas, lui, sur l'avenue a beaucoup à faire. Je n'ai jamais fait de live avec. J'ai adoré. Parce qu'en fait, je sais que tu as un emploi du temps très restreint. Mais ce projet est un projet qui a tout à voir, n'est-ce pas? Avec ton parcours, tant spirituel que professionnel. Et actuellement, Educa 21 dont j'aimerais aussi que tu parles un peu parce que ce travail de formation et de soutien à l'enfance, de soutien à l'adolescence, en soutenant, même à travers les livres, à travers la formation avec les enseignants, à travers les formations avec les parents, avec les écoles, avec la gestion, tout cela vise à prendre soin des nouvelles générations, à promouvoir l'éducation. Et ce livre, qui est un livre destiné aux adultes, spécifiquement pour qu'ils puissent s'occuper des enfants et des adolescents avec un peu plus d'eux. Soutien, de connaissances et de ressources, pour qu'ils ne sombrent pas dans le désespoir, car ce sont des cas d'enfants et d'adolescents qui vivent des processus de dépression, d'anxiété, d'automutilation, d'idées suicidaires, de TOC, enfin, beaucoup de souffrances qui ont résulté de la pandémie. Je voulais que tu fasses aussi une connexion avec Educa 21. Bien sûr, Mano. Nous appelons maintenant cela Educa 21, n'est-ce pas? C'est avoir les années 21 avec votre éducation, mais il ne faut pas encore en parler. La vérité, c'est que, oui, il y a un lien très fort avec ce travail qui est en train de faire ce livre, avec ces nouvelles attitudes que nous voyons ici être détaillées. Détail, chaque live et quand on se rend compte que nous ne sommes pas nés prêts, n'est-ce pas? Nous sommes un projet éternel de devenir, dans ce processus, nous détruisons notre structure émotionnelle. Et alors, les enfants et les adolescents ont besoin que la famille et aussi l'école comprennent le rôle qu'ils ont dans la construction de ces puissances de l'âme, de ces compétences émotionnelles essentielles pour supporter la vie et ses difficultés que tout le monde a. On se souvient de notre adolescence, des angoisses que nous avons vécues, des premiers amours, des frustrations, et comment nous gérions cela, et s'il y avait ou non un soutien parental. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Il y a une nouvelle variable dans le jeu de la famille, qui sont les principales, l'impact que cela a sur la santé mentale,
sur le développement psychosocial des enfants et des adolescents. Donc, ce soin de l'enfant, soin de l'adolescent. En arrivant dans la famille, on éduque non seulement pour prendre soin des élèves, mais aussi des éducateurs qui ont besoin de soins, et des parents qui doivent être guidés, aidés. Dans cette grande et magnifique tâche d'éduquer des âmes humaines, j'ai vu comment cette contribution aussi. C'est pourquoi il y a une totale synergie avec ce que nous faisons pour atteindre les familles. Regardez toujours vers elles quand on parle aux parents, n'est-ce pas? Ici, il n'y a jamais de recette toute faite, ni de doigt accusateur, mais une main tendue pour aider. C'est le livre, c'est exactement ça. Exactement. Et même, comme ça, je plaisante, n'est-ce pas, Mano? Parce que, pour me présenter, je suis journaliste, écrivaine, c'est déjà mon 5e livre, mais surtout une chercheuse du comportement humain, en commençant par moi-même, toujours par moi-même. Alors, je suis ici en train de parler en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère de 3 adolescents, maintenant que tes neveux. Tu as connu les garçons quand ils avaient. Je pense qu'ils avaient 2, 3 ans, n'est-ce pas? Maintenant, ils ont presque l'âge adulte. Exactement. Cela, seul. Et maintenant, nous devons nous former parce que nous savons que la pandémie a entraîné une série de deuils, une série de processus de peur et d'anxiété qui ne concernent pas seulement l'enfant et l'adolescent, mais surtout la famille. L'ensemble, ce système familial a beaucoup souffert, n'est-ce pas, nous avons l'insécurité financière, nous avons eu la peur de tomber malade effectivement, beaucoup de personnes sont mortes et ces groupes qui n'ont pas pu être vécus et traversés. Et, évidemment, cela a ensuite engendré une épidémie de santé mentale avec beaucoup de précarité, avec beaucoup de douleur et pas seulement chez les adultes, car tout cela en tirant votre côté psychanalyste aussi. Et le mien de constellateur familial, qui est ce qui n'est pas dit. Et alors, ce qui est réprimé trouve ensuite une issue. Et, parfois, c'est par le biais du symptôme qui se manifeste et qui se déverse chez les enfants et les adolescents qui n'ont pas autant ce filtre. Alors, c'est comme un réservoir d'eau, n'est-ce pas, qui se met à bouger. Et alors, le trop-plein commence à libérer de l'eau, de cet excès et se déverse. Ces sentiments chez les enfants et les adolescents. Et alors, les parents, les enseignants, les professionnels de la santé mentale aussi se sentent. Un peu, n'est-ce pas? Je dis ça, les psychologues et les psychiatres ont déjà une formation pour cela, mais nous, les simples mortels que nous sommes, comment fait-on pour gérer toute cette souffrance, toute cette pression? Alors, ce livre ici, laisse-moi te montrer, mon ami. Évidemment que oui, évidemment que oui. Je suis ici avec toi, 9 postures pour accueillir les enfants et les adolescents en souffrance. Ce sont 9 postures internes, dans lesquelles nous pouvons entraîner un espace intérieur en nous qui accompagne ces cas, n'est-ce pas? ET. Pour que nous puissions donner de l'espace au ressenti. Offrir un espace sûr pour cette libération sans réprimer. Parce que quand on réprime, ça augmente, n'est-ce pas, mon ami? Oui, bien sûr. Je pense que c'est tellement beau, n'est-ce pas, que toi? D'abord comprendre, tu as un couple de jumeaux et Rafa, qui est la plus âgée, n'est-ce pas? Et tu sais, comme ceux qui ont des enfants le savent, que même les jumeaux sont très différents. Ils ont des personnalités très différentes. Il y a une amie de jumeaux qui a un doctorat en neurosciences à l'université de Harvard, elle vit là-bas à Boston, travaille à Harvard, et elle m'a envoyé un livre intitulé ADN de l'enfant. Et c'est intéressant parce que c'est une autre collaboration pour comprendre que les recherches en génétique montrent aussi qu'il y a une variation génétique chez les enfants. Et cela implique de dire qu'ils ont des comportements différents. Et que, évidemment, cela nous touche. Parce que, par exemple, vous êtes l'enfant du milieu, mais tout à coup, vous avez 3 enfants. Alors, vous allez élever l'aîné, le cadet et le benjamin. Mais votre expérience est celle d'un enfant du milieu en tant qu'enfant. Et vous serez donc, en tant que père ou mère, amené à comprendre d'autres perspectives. Au moment où vous offrez cet accueil, ces attitudes, vous aidez les familles à comprendre, regardez, personne n'est ici en train de vous demander de faire un post-doc et d'être père et mère. D'autant plus que l'école de la vie s'en charge déjà. Mais il existe. Des solutions, il existe. Des recherches. Sur comment nous pouvons améliorer notre façon de gérer le comportement humain.
Alors, chaque terre, chaque mère, chaque dromère, chaque tante, celui ou celle qui a cette belle tâche d'éduquer, parce que nous savons aujourd'hui qu'il existe plusieurs configurations familiales, ces personnes doivent comprendre que nos limites émotionnelles vont entrer en conflit lorsque ces enfants commenceront à manifester certains comportements qui ne sont pas toujours en accord avec notre vision du monde. Et c'est bien que ce soit ainsi, parce que ce que nous voulons, c'est que l'enfant soit unique, autonome. L'enfant ne naît pas seulement avec une empreinte digitale différente, que vous pouvez utiliser parmi près de 9 milliards de personnes et elle ne se répétera pas. La personnalité est aussi comme ça. L'âme humaine est aussi comme ça. Et il est nécessaire que nous comprenions cela pour ne pas vivre en conflit. Quand vous entendez des gens dire ainsi, j'ai des adolescents ennuyeux à la maison, il s'agit généralement d'une personne qui ne sait pas non plus comment s'y prendre avec eux. Nous devons comprendre que, de manière respectueuse, ce que vous proposez toujours, vous accueillez le sentiment. Et vous enseignez à l'enfant et à l'adolescent à également accueillir leurs propres sentiments et à vivre avec la famille et l'expérience de manière respectueuse. Sinon, nous rendons la relation difficile, angoissée, tendue. Je vois des parents qui, dès le bébé, ne parlent que de la douleur. Ils ne parviennent qu'à enregistrer le boulot, le travail. Ah, c'est parce que ça demande du travail, parce qu'il ne dort pas bien. Et papa dit ainsi, et les sourires? Et les jeux? Et les mots échangés, n'est-ce pas? Et l'affection? Il y a tant de belles choses pour que nous nous concentrions uniquement sur ce qui est humain. Cela signifie peut-être que, en vous, vous ne regardez aussi que ce qui ne fonctionne pas. Vous ne regardez aussi que votre côté, qui est incapable. Vous vous jugez. Alors, ce mouvement, je le perçois souvent. Et c'est là que je ne suis pas encore à la place de la parole en tant que terre, mais je le suis en tant que fils et thérapeute. C'est que le processus d'avoir des enfants nous oblige et nous invite, en même temps, à revisiter notre propre enfance, notre propre adolescence, ce qui est très riche, car peut-être que si vous vous y engagez, comme vous le dites très bien, en acceptant notre vulnérabilité, si vous vous engagez dans cette tâche avec un esprit ouvert, vous avez l'opportunité de revisiter et de guérir vos blessures d'enfance et d'adolescence avec vos enfants. Et tout le monde grandit ensemble. Ou à l'inverse, vous allez renforcer vos douleurs, vos blessures, et transférer ces douleurs et ces blessures à eux, dans la mesure où vous ne savez pas naviguer dans cette relation avec maturité, avec l'événement. Exactement, Prosandro. Et donc, ça vient d'où? Ça vient de notre enfant. Blessé, intérieur, l'adolescent blessé, intérieur aussi. Je dis que le cri de l'adolescent, l'explosion de colère de l'adolescent, c'est son cri. Parce que nous savons que la colère est un sentiment secondaire que lorsque nous soulevons. Le masque de la colère, ce qui se trouve en dessous est une profonde tristesse, un profond désarroi, une déconnexion de la confiance en la mère et le père, n'est-ce pas? Et alors, que se passe-t-il quand tu... Si cela est déjà tumultueux, comme vous l'avez dit, cette construction. Tout ce que vous avez apporté, qui est le chemin naturel de l'humanité qui évolue et qui suit la vie, enfin. Comment cela s'est-il aggravé? Pendant la pandémie? Alors, à ce moment-là, ou spécialement pour les adolescents, si pour les enfants c'était aussi difficile, en raison de ce facteur d'être cet endroit où le symptôme va, le symptôme systémique, le familial, il va et sort là, naît chez l'adolescent, à ce moment où il cherche la différenciation, cherche son groupe, il a dû rester à la maison. Alors, si nous avons l'enfance comme la thèse et l'adolescence comme l'antithèse, pour plus tard trouver la synthèse, n'est-ce pas? Ils n'ont pas pu faire cette antithèse, mec. Ils n'ont pas pu sortir de chez eux chercher le groupe. Alors, c'était un groupe qui est resté, nous tous, très exposés, aux écrans. Cela augmente l'anxiété, cela augmente une série de questions, n'est-ce pas? Et eux, qui sont en développement. Et ainsi, en développant même la cognition et en commençant ce parcours, ils ont déjà vu leur anxiété augmenter. Alors, que se passe-t-il? Les gens demandent, mince, pourquoi cette pandémie? On essaie de soulever des hypothèses, des possibilités, mais le fait est que, quand cet enfant blessé des adultes dont vous avez parlé il y a peu se retrouve face à un enfant ou à un adolescent ou à un élève en classe sur lequel il projette ses propres contenus, sa propre histoire. Parce que si un élève vous dérange,
c'est qu'il y a aussi quelque chose de vous là-dedans. Si un patient vous dérange, c'est qu'il y a quelque chose de vous là-dedans. Alors, quand il y a ce type de questions, les adultes, qu'ils soient parents, professeurs, tuteurs, peu importe, qui sont responsables des enfants et des adolescents, après tout, qui a 15 ans, qui a 10 ans, n'est-ce pas? Et ils entrent dans leur propre enfant, blessés, au lieu de rester ici à s'occuper, à orienter, à protéger, ils descendent ici. Ah, mon enfant a fait une crise, je fais une crise aussi. Mon enfant a commencé à pleurer, je pleure aussi. Je ne sais pas quoi faire. Alors, c'est logique que c'est un super déclencheur, de voir l'enfant et l'adolescent souffrir. Vous les voyez se couper. Vous entrez dans ce mode urgence et secours. Un désespoir s'installe. Mon Dieu, que vais-je faire? Et là, normalement, on n'arrive pas à rester dans l'adulte. Alors, c'est le moment où nous devons chercher de l'aide. Aide. Chercher de l'aide pour pouvoir traiter nos propres ressources, nos propres conflits, parce que si l'enfant ou l'adolescent est déjà dans cette fragilité et que je commence, par exemple, à nier le sentiment, ah, quelle bêtise, ce n'est rien, non, tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Qui a tout? Tu as tout, ta génération a tout, tu ne sais pas ce que j'ai vécu, n'est-ce pas? Il y a aussi ce déni, arrête de te plaindre, arrête de faire des histoires, arrête ça, arrête ci. Ou alors, on va de l'autre côté, qui reste aussi. À ressentir ainsi une urgence, une anxiété de résoudre rapidement. Je dois résoudre rapidement, fais comme j'ai fait, fais ce que j'ai fait. Et aucun de ces deux-là n'écoute, n'est-ce pas? Donc, ainsi, les postures du livre apportent cet espace intérieur pour que nous puissions trouver en nous, adultes, qui promouvons ce chemin du soin, une posture qui dira ainsi, la première posture que nous avons déjà adoptée, le premier live avec Renata Penotti, je pense que tu l'as regardé, n'est-ce pas? Ouais, ouais, oui. Ils sont tous sur la chaîne de Dany, sur YouTube. Si tu veux revoir ou voir sur son Instagram, suis-la maintenant. Ou tu regardes sur sa chaîne YouTube où tu peux voir chacune des postures, y compris celles qui viendront après, n'est-ce pas? Oui, exactement. Nous allons faire un live pour chacune des 9 postures. Tu es le super invité ici pour notre posture 3. Mais juste pour récapituler rapidement. La posture a essai puis dit ainsi, maintenant, je suis ici avec toi. Je suis désolée pour ta douleur. Que représente cette posture? Elle apporte un discours où je dis maintenant, et ce maintenant est très important. Ce n'est pas que je n'étais pas là avant, mais maintenant je suis présent. Je n'ai pas mon téléphone avec moi, je suis ici disponible pour cet enfant, pour cet adolescent et je ressens avec lui. Voir que ressentir avec est différent de souffrir avec. Si je descends dans ce trou et que je sors de cet endroit, alors on perd cette référence, on perd cette sécurité, n'est-ce pas? Ça devient difficile. Ensuite, la deuxième posture que j'ai adoptée hier, le live avec René Schubert, qui a été merveilleux aussi. Très, très bon. Nous avons abordé cette posture de dire « je te vois et je t'écoute ». Parce qu'une chose est d'être là ensemble, une autre est de vraiment. Se rendre disponible pour écouter et voir cet être qui est là, ce que tu as dit. Ce n'est pas ce que je veux qu'il soit, ce n'est pas moi projeté sur lui. Tu sais, c'est lui. Je te vois et je t'écoute. Mais René et moi, nous avons donné hier plusieurs conseils sur comment créer un espace d'écoute sécurisé. C'est presque comme un cadre thérapeutique, mais à la maison, à l'école, enfin. Comment pouvons-nous faire cela de manière à nous ouvrir à cette nouveauté qui est dans l'enfant, ou l'élève, ou l'enfant, ou l'adolescent, dont nous avons tellement peur parce que nous voulons imposer notre recette de gâteau que nous pensons être la meilleure pour eux, alors qu'en réalité, le meilleur pour toute personne est d'être exactement comme elle est. Donc, il y a même une partie du livre qui est une poésie d'Anna Claro qui dit ainsi être une rive, la mère, le père,
l'adulte là présent, être la rive pour que le fleuve suive sa propre nature. Tu sais, nous englobons, nous soutenons, nous donnons des références, nous offrons de la sécurité, mais ils peuvent être eux-mêmes. Et aujourd'hui, la troisième attitude avec toi est cette proposition de c'est bien de se sentir ainsi, moi aussi je ressens de la peur, de la colère et de la douleur. Et pourquoi ai-je pensé à toi pour cela, Osona? Parce que cette naturalité de pouvoir se montrer vulnérable sans perdre la référence d'autorité, de mère, de père, de professeur qui n'est pas meilleur. Il a simplement une responsabilité. Quand je le dis ici, ce n'est pas parce qu'il est au-dessus, parce qu'il est meilleur. Non, c'est parce qu'il est la référence, c'est la personne qui exerce cette responsabilité. Alors, oui, je voulais que tu commentes un peu là-dessus, sur le fait que nous puissions admettre aux enfants et aux adolescents que nous sommes aussi humains, que nous ressentons aussi de la colère, de la douleur et de la peur. Bien sûr. D'abord, je voulais faire référence à cette idée si belle, n'est-ce pas? Cette image pour que le fleuve suive son propre cours. Parce que le contre-courant, c'est le barrage. Et le barrage éclate. Tu restes là à retenir, à retenir. Tu sais ce qui aide beaucoup de parents? La première chose que je donnerai ici comme métaphore pour le père et la mère, pour la tante, pour la grand-mère, qui fait cette tâche d'éduquer. Pense à ton enfant, mais pas à l'enfant que tu as. Je veux que tu penses à l'enfant que tu imaginais quand tu as pensé. Je veux être père, je veux être mère. Quel enfant as-tu idéalisé? Je veux qu'il soit comme ça, je veux qu'il fasse cela. La première chose que tu dois faire est de détruire cette image, car ce n'est pas un être humain, c'est une fantaisie. L'enfant réel qui est arrivé dans ta vie. Que ce soit par adoption, que ce soit un enfant que tu as, que ce soit un enfant que tu élèves d'un frère, un petit enfant que tu élèves. C'est la personne réelle, non celle que tu as idéalisée. Celle que tu as idéalisée est celle que tu veux mettre dans un barrage et tu penses que c'est un ordinateur dans lequel tu mets une cartouche, une clé USB et tu télécharges les applications et ça va être comme tu veux. Non, on livre même ça. Mais de la manière dont, par exemple, chacun de nous a des téléphones portables, comme il y a des applications. Mais si tu ouvres le téléphone portable de n'importe qui, chacun est différent de l'autre. Tu verras que les gens organisent l'écran de leur téléphone, bien que les applications soient les mêmes, chacun l'organise à sa manière, chacun l'utilise avec plus ou moins d'intensité, c'est ainsi la vie émotionnelle. Alors, nous offrons, comme ces marges, un chemin, né à un moment donné, même le fleuve se bifurque. Quand l'enfant quitte la maison, va vivre ailleurs, il n'a pas à vivre. Le syndrome du nid vide, il va vivre au Canada, il va vivre à Sao Paulo, on ne sait pas, cela arrive, mais toi, tant que tu étais là sur la rive, tu fournissais un ensemble de constructions émotionnelles pour que l'individu supporte ce processus. Alors, quand on regarde cette accueil, regarde, je te comprends et j'ai aussi traversé cela, on se souvient de nos propres parents. Je pense que il y a beaucoup de recherches qui montrent, même dans le monde de l'entreprise, que lorsque vous montrez votre fragilité, vous ne perdez pas votre autorité, bien au contraire. Vous rapprochez l'enfant de vous. Mais laisse, aujourd'hui, d'autant plus que j'ai vécu ce que tu as aussi vécu, et maintenant je suis un adulte, même si je suis ton père ou ta mère, regarde, je peux vraiment être là pour t'aider, mais à ton rythme, à ta manière. Parce que, par exemple, imagine, je pense quand vous avez un enfant qui souffre à la maison, soit parce qu'un camarade d'école s'est disputé, soit parce qu'il a subi du harcèlement, soit parce que la relation amoureuse s'est terminée, ce qui est prénaturel pour nous de vouloir minimiser. Ah, quelle bêtise. Et ce n'est pas de l'accueil. C'est ignorer la douleur de l'autre. Faisons une métaphore pour que tout le monde comprenne. Vous savez ce jour douloureux que l'on vit quand on enterre quelqu'un qu'on aime? Il y a certaines personnes qui arrivent aux funérailles et font des commentaires assez intéressants, n'est-ce pas? Disons comiques. Intéressant, c'est de la bonté de votre part. C'est de la bonté. Il y a des gens qui disent ah, mais il est mieux que nous. Non, ne pleure pas, non, parce que ça va nuire à la personne. Non, ne sois pas comme ça, tu sais. Ah, c'est. Je suis déjà passé par là aussi. Je sais ce que tu traverses. Oui, il y a plusieurs. Ces personnes font cela avec les meilleures intentions, on le sait. Ça ne fonctionne pas. Parce que ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est te rapprocher, offrir ton épaule et pleurer ici. C'est tout. Alors, souvent, Reste à côté. reste à côté. Parfois, l'enfant est là. Christ, tu vois. Pleure ici.
Je ne vais pas enlever ta douleur. Tu es amoureux de ce garçon. Tu es contrarié parce qu'on a cassé ton jouet. Mais je suis ici avec toi pour qu'on vive ça ensemble. Et comme tu l'as dit, rester à ta place de père et de mère. Parce que se passe-t-il? Il doit y avoir un adulte dans la pièce. S'il n'y a pas d'adulte dans la pièce, les gens, c'est le chaos. Naturel. Ah, est-ce que je peux parfois perdre mon équilibre? Parfois, non. Plusieurs fois. C'est Gina. Quel père, mère, grand-mère? Qui a perdu son équilibre? Maintenant, être conscient de cela et ne pas vivre déséquilibré, c'est différent. Je peux, imagine, tu es avec un enfant à la maison, tout à coup, tu regardes, il porte un survêtement et tu trouves sa main étrange, tout à coup, quand tu vois, c'est coupé. Qui ne voit pas ça comme une urgence, n'est-ce pas, Danny? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est? Non, pour l'amour de Dieu. Bien sûr, d'autant plus avec tant d'enfants et d'adolescents, malheureusement, se suicidant, n'importe quel père et mère active tous les signaux d'alerte. Mais malgré cela, si tu y vas avec toute cette douleur et cette angoisse, tu provoques un repli de la personne. Alors, souvent, combien de fois n'avons-nous pas là? Attends, respire avant d'agir. Respirer. Je sais que tu veux y aller et que tu veux t'occuper de ça et que tu veux frapper l'enfant qui a frappé ton fils. Mais tu es un adulte, tu ne vas pas faire ça. Je sais que tu veux attraper le petit ami toxique de ta fille et lui donner une gifle, mais tu ne vas pas faire ça. Parce que tu comprends que ça ne fonctionne pas comme ça. Alors tu essaies. En fait, faire un processus de respiration, arriver, accueillir, dialoguer. Et dire ainsi, regarde, je ne vais pas bien, comme tu m'as dit, je suis en colère, mais je ne vais pas agir. Mais montrer l'humanité, ce moment où nous montrons notre humanité. Cela indique toujours à l'enfant et à l'adolescent qu'ils ont aussi le droit de montrer leur humanité et qu'ils seront accueillis. C'est le plus important quand nous montrons. Nous autorisons l'autre. De la même manière que lorsque nous montrons notre grandeur, de la même manière que lorsque nous montrons notre succès, nous disons à l'autre, tu es aussi capable. Au moment où nous montrons aussi notre fragilité, nous montrons à l'autre, je passe aussi par là. D'ailleurs, hier j'ai fait un post. Non, c'est un post que je vais faire plus tard. Je ne vais pas en parler maintenant parce que cela ne correspond pas au contexte, mais c'est l'idée de pouvoir regarder et célébrer avec les enfants, dans le sens d'accueillir quand ça ne fonctionne pas. Comprendre que nous ne pouvons pas seulement exalter le succès. Aujourd'hui, il y a des parents qui ont des enfants comme s'il s'agissait d'un investissement en bourse. Ils élèvent comme s'il s'agissait d'un investissement à long terme. Non, il faut que ça donne des résultats, c'est un placement direct. Et, en fait, non, c'est le plus grand trésor que vous ayez, le fond-tombe toujours. Je pense que j'ai un problème à l'oreille. Moi aussi. Mon côté gauche éjecte toujours. C'est ça. Celle-ci vient de terre on est son droit, mais cette idée d'arriver. Et regarde, regarde, tu n'es pas un investissement, tu es un enfant. Alors, c'est tout le monde. On veut que l'enfant de 7 ans réussisse dans la vie. Qui veut des gens? Mais il a toute la vie pour que ça arrive. Il y a un moment où c'est juste l'enfant lui-même, juste l'adolescent qui va se réaliser plus tard, n'est-ce pas? Tu sais, on a déjà commencé tant de fois où je te raconte. Il nous regardait. Notre adolescence ne mènera à rien, n'est-ce pas? La vie est très surprenante. Tu ne sais pas que l'ongle est chez toi, alors offre-toi et rends-toi disponible. Montre l'humanité avec toute sa grandeur, mais, en même temps, avec la fermeté d'être qui tu es. Père, mère, grand-mère et oncle. Celui qui est la marge a eu besoin, et non celui qui se dissout ou se transforme en barrage. Tu sais, je dis toujours ainsi, ni caserne, ni hôtel, mais un espace. Ni répression, ni permissivité, mais recueil. Exactement, mon frère. Et je pense qu'il y a aussi un autre point très important à mentionner ici, qui est l'importance, je me souviens de t'avoir déjà entendu me parler. Et dans les lives aussi, de PFF, tu es triste. Ne sois pas triste parce que tu es triste. Cette histoire dont nous avons déjà parlé, parce que nous avons eu ces moments de profonde douleur, de profond deuil, de profonde peur et d'anxiété. Alors, quand les adultes disent aussi PFF, moi aussi je suis effrayée. Parfois, pendant la pandémie, nous avons réussi à dire quelque chose comme ça.
Et le son a commencé à revenir vers moi, mec. C'était le cas? Quelle chose? C'est revenu au top? C'est revenu? C'est revenu. Ah, c'est bien. Alors, ainsi, nous avons réussi à montrer à cet enfant et à cet adolescent que la vie est faite de cycles, est faite de phases comme nous avons les 4 saisons. On ne peut pas vouloir sauter l'hiver, on ne peut pas vouloir sauter l'été, on ne peut pas vouloir sauter. Enfin, la souffrance, la douleur, la peur. Alors, quand on arrive et qu'on dit ça, regarde, moi aussi j'ai peur, moi aussi je ressens de la douleur. Moi aussi je ressens de la colère. C'est bien de ressentir cela et de s'arrêter là, sans avoir besoin d'apporter cette méga recette. Moi ici, dans mes expérimentations, avec mes 3 adolescents, à certains moments je me voyais en train de faire une conférence, n'est-ce pas? Parce qu'on est toujours ici en train de faire des lives. Jusqu'à ce que je réalise, mec, mes enfants n'ont pas besoin de conférences. Ils ont besoin de cette mer ici à côté, de préférence, bien silencieuse, s'ouvrant pour voir cette rivière suivre sa propre nature, n'est-ce pas? Et je vais te dire, après, tout ce qui s'est passé, ainsi. Ce n'était que de la beauté, parce que la grande vérité, je sens que le plus grand succès, c'est d'être qui on est. Tu sais? Et l'argent? Les réponses, ce qui va venir, viendra aussi, naturellement. Évidemment, il faut qu'on y prête attention, mais si on arrive, par exemple, à voir chez les enfants qui aiment beaucoup jouer. Maintenant, avec des vignettes, disons qu'il y a un garçon qui aime beaucoup jouer avec des vignettes. Et il aime les organiser, dans l'ordre des équipes, juste pour donner un exemple de l'album de la coupe. On pense parfois que c'est une perte de temps, mais en réalité, il est déjà en train d'exercer des compétences qu'il pourra utiliser pour cataloguer des choses dans sa vie personnelle. À un autre moment. Donc, c'est le moment de rêver, c'est le moment de ressentir. Alors, quand cela devient un barrage et que nous restons, parfois, en réprimant, voulant que ce soit à notre façon, voulant qu'il ressente à notre façon, qu'il gère la souffrance à notre façon, tout ce dont elle a besoin, c'est d'un espace pour s'écouler en toute sécurité, de manière organisée. Et là, on se retrouve à lutter contre cette nature, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il est très important que nous puissions accepter la nature et leur montrer que cette nature a des cycles et que cela fait partie de la vie. Ces alternances, n'est-ce pas? Oui, je pense que c'est quelque chose qui aide aussi beaucoup dans ce sens, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'aime, notre ami j'aime, en commun, n'est-ce pas? Il a fait, qui est mon associé chez Educa, Annie et frère aussi, il a fait 2 commentaires très intéressants sur l'album de vignettes, n'est-ce pas? Sur le fait qu'il enseigne à gérer l'anxiété et que cette anxiété des parents de compléter l'album enlève le plaisir de comprendre le temps des choses, les échanges de vignettes, y compris l'économie, gérer par exemple, la capacité de gérer l'argent de l'enfant. Mais une chose que je trouve intéressante aussi, notamment quand cela montre cette fragilité, ce dialogue, quand je ressens cela, ils n'ont pas besoin d'une conférence à la maison, je dis toujours à ces personnes ainsi. Ça doit être sympa d'être marié avec toi, non? Non, je ne suis ni conférencier ni écrivain à la maison, non. Je suis marié et j'aime n'est pas chanteuse à la maison, non. Elle ne se réveille pas en chantant pour moi. C'est que, parfois, on doit aussi être juste le père et la mère, vraiment. Parce qu'il y a un passage bien classique de l'histoire de Freud, de sa biographie. Il parlait beaucoup des seconds phalliques, du pouvoir, tout ça. Et un jour, il est à la gare, fumant un cigare. Puis des étudiants viennent, le regardent et disent: Docteur, Freud, vous fumez un cigare? Alors il les regarde et dit à ses étudiants: le cigare. C'est juste un cigare. Alors, ne te prends pas la tête, non plus, sur ce que je vais enseigner maintenant, parce qu'ils sont dans la piscine en train de jouer. Non, joue simplement. Laisse simplement les choses couler. On n'a pas besoin d'être tout le temps en mode activer l'éducation, sinon, on perd la naturalité, la spontanéité de vivre. Il y a les moments appropriés pour le chapitre de l'enseignement. Comme tu l'as très bien dit dans cette métaphore, les saisons passent. Au bon moment de la saison, tu fais le commentaire, tu fais-le. Tu apportes ton histoire, tu fais l'enseignement, tu apportes l'accueil au bon moment, ne te prends pas la tête. Je me souviens que j'ai même raconté à une personne: j'étais à Santa Catarina hier, je racontais à une secrétaire de l'éducation d'une ville là-bas, qui est professeur de langue portugaise, que mon frère est allé une fois chez un de ses professeurs. Mon frère est diplômé en lettres, il enseigne la littérature américaine et anglaise.
et il est allé chez un de ses professeurs de portugais, et la fille de ce professeur de portugais, âgée de 3 ans, est passée en courant après une poule. Ainsi, déjà dans une position un peu comique, n'est-ce pas? Tout à coup, ils sont là, très tôt, en train de discuter, une poule passe, l'enfant court après. Mais le comique n'était pas ça, n'est-ce pas? Que l'enfant de 3 ans court après et ensuite, attrape-la. Ina, attrape-la, Ina. Et ça. Je l'ai attrapée, elle, ce qui est aussi sérieux. C'est-à-dire, nous avons elle qui doit aussi être légère. Je me souviens que ma mère, elle était. Cette mère qui, d'un regard, communiquait beaucoup, que j'appelle la mère Bluetooth, n'est-ce pas? Si elle regardait, elle laissait déjà la mère déconnectée. Mérène sautait aussi pour faire des chatouilles. Et jouait. Et elle m'appelait beau, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous avez là une personne qui navigue, n'est-ce pas? Et qui pleurait aussi. Et qui arrivait aussi en racontant ce qui s'était passé au travail, ce qu'on lui avait fait. Et tout ça, ils m'ont persécuté et je ne sais pas quoi d'autre. Et tu vois comme ça, regarde, c'est bien ça. Au travail, il y a de la compétition. Ce n'est pas seulement à l'école. Alors, mon juge de l'école comprenait qu'elle avait aussi un travail, que c'était ça la vie, n'est-ce pas? Et que nous devions gérer cela. Ce type d'accueil est très important pour toute la vie de l'enfant. Et parfois, voir la mère et le père tristes, bien sûr que ça fait partie. Avec ça, on ne dit pas que, pour qu'il reste ici en tant qu'adulte, il ne pourra pas se montrer humain, n'est-ce pas? Alors, j'ai déjà vécu des situations ici où j'étais, parfois un peu triste. Puis un enfant arrive. Tu essaies, n'est-ce pas? Se cacher. Puis après, j'ai dit, non, aujourd'hui, maman est triste. Aujourd'hui, maman est triste et ça va passer, n'est-ce pas? Et c'est très beau quand on voit les enfants se soutenir les uns les autres. Ils disent plein de choses incroyables, du genre, ah, je ne sais pas ce que tu peux faire, mais je suis là avec toi, on regarde un film. Tu sais? Cette simplicité, n'est-ce pas? Alors, quand on voit cet enfant, cet adolescent, acculé, fragilisé, triste, malheureux, Seb, déprimé, il faut avancer prudemment sur ce terrain, il faut approcher l'adulte avec beaucoup de retenue et chercher à ressentir ce rapprochement, il faut approcher l'adulte avec beaucoup de retenue et chercher à ressentir ce rapprochement. Par la porte que l'enfant ouvre. Parfois, c'est par les petites images. Parfois, c'est « tu veux un massage, n'est-ce pas ?» ou alors faire un câlin silencieux. Alors, bien souvent, l'accueil passe simplement par le fait d'être présent et de ressentir ensemble. Parce que si on désespère ensemble, alors cela devient souffrir ensemble. Et je voulais que tu commentes un peu, Brossandro, sur cette résistance que nous avons à la douleur, cette résistance que nous avons. Mince, maintenant je vais me culpabiliser parce que je suis triste. Je vais me culpabiliser parce que je suis fatiguée. Parle un peu de ça. Il a volé et a été affecté. Exactement celui-là. Je ne laisse jamais ma fille me voir triste. Pour elle, je ne suis pas heureux. Pour l'amour de Dieu, ne fais pas ça. Parce qu'elle va comprendre qu'elle ne peut pas non plus montrer sa tristesse. Et elle va chercher quelqu'un d'autre, qui n'est pas toi, la mère, pour gérer cela. Accueillir cela, tu sais. Je vais donner un exemple. Autrefois, quand je perdais le sommeil, je suis très porté à bien dormir. Je dors bien, je dors dans l'avion, parfois je ne vois même pas le décollage. Donc je dors bien, mais parfois je perds le sommeil. Autrefois, quand je perdais le sommeil, je devenais irrité parce que je me disais, mon Dieu, je vais travailler avec du sommeil demain. Et je passais toute la nuit à me retourner dans le lit, en colère, et je ne dormais pas. Alors le jour se levait avec du sommeil et très irrité. Aujourd'hui, quand je n'ai pas sommeil, j'accueille cela. Et donc, pour ne pas réveiller Jeanne en bougeant dans le lit, je sors. Et là, je vais lire quelque chose où je vais. Parfois je reste juste sur le balcon à regarder la ville silencieuse. Tu sais, avec une voiture qui passe là, ponctuellement. Ou parfois je vais regarder une série. C'est-à-dire, j'accueille le fait que je n'ai pas sommeil. Soudain, beaucoup de pensées, une certaine inquiétude. Je n'ai pas perdu le sommeil. J'ai perdu le sommeil. C'est exactement l'idée que nous avons des mauvais moments. Et que nous devons accueillir cela. Parce que si nous ne l'accueillons pas, qui va le faire? Et ce mouvement, le nôtre, montre vraiment aux enfants, aux adolescents, qu'ils auront aussi ces moments. Parce que il y a un problème aujourd'hui, n'est-ce pas, Dan, qui nous aide beaucoup. Même approfondir cette discussion. Maintenant sur ce sujet que tu as apporté, qui est la positivité toxique.
se montre à good vibe, only. Non, seulement de bonnes vibrations, rien de. Si nous pensons cela, c'est comme si nous voulions seulement avoir l'été. Ne jamais avoir d'hiver. Et nous ne contrôlons pas les saisons. Ce que nous contrôlons, quand nous le contrôlons, ce sont nos émotions à travers les saisons. Mais, même ainsi, nous allons osciller. Alors nous devons comprendre que, dans ce mouvement, je dois laisser les choses que je ressens et que les enfants ressentent remonter à la surface. Et accueillir cela. Sinon, je vais créer une souffrance parce que je souffre. C'est comme quelqu'un qui trébuche et, en colère contre la pierre qui était sur le chemin, lui donne un coup de pied. Cela va-t-il résoudre le problème? Non. Cet accueil des angoisses, de la douleur. Je ressens qu'il y a une grande légèreté quand vous comprenez votre humanité. Quand vous réalisez cela, et vous comprenez que l'amour de soi n'est pas l'absence de douleur, ni l'absence d'angoisse, ni l'absence de tristesse, c'est vivre, y compris, ces moments avec tendresse et soin. Parce que celui qui a de l'amour de soi ne signifie pas qu'il n'aura pas de jours difficiles, mais qu'il s'accueillera dans ces jours difficiles. Et l'important est que ce processus d'accueil de ma propre vie lors des jours difficiles est ce qui me donne l'empathie, la capacité et la compassion d'accueillir. En commençant par les enfants, lors des jours difficiles qu'ils traversent. Alors, il est nécessaire que nous regardions la douleur comme simplement quelque chose qui fait partie de la vie, qui a un caractère pédagogique, que nous savons qu'elle a, mais au moment où cela se produit, on ne peut pas en tirer la leçon. Alors, arrête de vouloir. Au moment de la douleur profonde, qu'est-ce que j'apprends de cela? On ne comprend qu'après. Sur le moment, c'est juste de la douleur. Si ça ne passe pas, tu fais « Aïe, mon pied ». Pour l'amour de Dieu, ça fait mal. Alors, va et prends soin de toi, et non pas ce que cette pierre voulait m'apprendre, parce que c'est quelque chose de tellement fou, tu sais. Tout doit être trait. Laisse couler dans la vie parce qu'il y a des choses qui n'ont de sens. Après, nous ne connectons les points qu'après. Sur le moment, au moment où quelqu'un, par exemple, traverse une douleur. Tu ne vas pas donner une leçon de morale, raconter une parabole, non tu accueilles. La leçon vient après, quand la personne elle-même la demande, comprend que peut-être quelque chose peut être appris de cela. Alors, s'accueillir. Ne pas se blâmer pour nos fragilités. Parce qu'on dit tellement, l'erreur est humaine, mais quand on se trompe, on ne se le permet pas. On comprend que l'erreur est humaine, mais c'est comme si nous étions une intelligence artificielle, un robot, un apprentissage automatique. Non, nous sommes un être humain. Ces oscillations humaines et nécessaires de notre vie nous permettent de bien les gérer en nous pour bien les gérer chez nos enfants. Rosandro, tu sais que cette idée d'apporter ces propositions pour que nous expérimentions ces attitudes vient beaucoup, pour que nous puissions répéter avant de vivre la situation. Parce que ce qui est bien quand on vit ce processus de se permettre de faire des erreurs, de se permettre de vivre les situations telles qu'elles sont avec cette humanité dont tu parles là, c'est qu'on devient un apprenti humble en chemin. D'accord, je suis tombé, le sol ne s'effondre pas. Et le sol nous aide à nous réorganiser, n'est-ce pas, frère? Quand on tombe, on donne cette petite poussée pour se relever. Le sol nous aide à nous réorganiser et on pense même, bon, ici je suis tombé et d'ici je vais tirer ces leçons. Secoue la poussière et continue, n'est-ce pas? Alors, quand ce n'est pas possible. De rester calme au moment où le sang bouillonne, au moment où la peur arrive, même une personne a posté ici maintenant, je voulais dire ceci. Dans ce calme, non, il n'y a pas de calme, c'est ce que je dis, non, on désespère aussi, mais on n'a pas besoin de rester dans le désespoir exact. Alors, qu'est-ce que j'aime utiliser? En utilisant notre image ici, avec l'eau que je trouve très cool, tu sais, mon pote, quand tu es à la plage, comme ça. Tu es allé un peu plus loin. D'où les vagues se brisent, puis la vague arrive, elle monte un peu et on perd pied. Alors, c'est à ce moment-là que tu paniques, que tu te dis « oups », n'est-ce pas? Calme-toi, ça va redescendre et on va retrouver le sol. À ce moment-là où on est là, tu vois? Parfois, on trouve l'enfant avec une coupure, l'adolescent déprimé, qui ne veut pas manger, il est là, n'est-ce pas? Dans cette situation, toi, avoir ce calme et commencer à activer en soi ce moteur de confiance dans le processus de la vie, dans le processus de ces saisons. Et, bien sûr, chercher de l'aide, car ce ne sont pas des postures magiques, ni un live magique qui va résoudre les choses.
Nous devons chercher, par exemple, dans certains cas, une aide psychologique, une aide psychiatrique, une aide psychopédagogique. Parce que souvent, cela vient aussi de l'environnement de harcèlement et de l'école. Alors, nous créons un réseau de soutien pour avoir un espace sûr d'accueil, afin de pouvoir traverser cela. De là. Donc, quand nous commençons à comprendre, je sais déjà ce qui m'attend là-bas, car ces processus sont longs, ils ne passent pas d'un coup. Alors, nous nous préparons. Ah, je vais entrer ici dans sa chambre. Maintenant, ou la sienne. Alors, j'entre déjà dans ce mode, n'est-ce pas? Je prépare. Déjà, ce silence, cette possibilité, ce calme. Et, surtout, Rosandro, une phrase qui a beaucoup de pouvoir pour moi est que tout, ce dont un enfant a le plus besoin, c'est de la confiance sincère des parents. Regarde ce que l'on ressent quand on entend cette phrase, tu sais, ça donne même un, n'est-ce pas? Quand nous pense, waouh, si l'enfant ressent, si tu ressens, j'ai confiance en toi, mon enfant. Et je suis là pour te soutenir, je suis là pour t'aider, et nous allons demander de l'aide à certaines personnes et nous allons traverser cela ensemble. Parce que ceux qui traversent un processus d'automutilation, de dépression et d'anxiété avec leur fils ou leur fille sont très désespérés. Et entrer dans cet état de confiance qui laisse de l'espace, qui attend le temps de cet être qui est là, n'est-ce pas? Se rendant disponible. Pour traverser cela, qui cherche de l'aide. D'un psychologue, d'un psychiatre à l'école, en apportant cette information à l'école pour qu'il y ait des adaptations, surtout dans les cas où il y a un diagnostic, par exemple, lié à l'autisme, OTA. Nous devons dialoguer avec l'école et chercher ce réseau d'accueil. Alors, il existe des moyens de se former. Ce livre, les amis, je voulais me rendre disponible. Tout le monde veut cliquer ici sur cette petite flèche, ici en haut. Oui. En me suivant, vous pouvez entrer dans le lien. Là dans mon Linktree, où il est possible d'acquérir le livre, qui est en train d'être distribué dans tout le Brésil. Et il est très court, mec. J'ai fait le livre, comme ça, super court. Objectif, n'est-ce pas? Objectif, une demi-heure de lecture pour que les gens trouvent leur façon de mettre en pratique ces conseils de attitude, car ce n'est pas prendre ces phrases et les dire à votre enfant mécaniquement. C'est un endroit intérieur que vous. Ouvrez en vous-même, vous répétez, comme on en parlait à l'instant, et ensuite la pratique viendra de la meilleure personne dont ils ont besoin, qui est la mère, qui est le père. Alors, comme ça, mec, je voulais te poser une question maintenant, juste pour profiter de nos 10 dernières minutes ici. Sur comment on peut aussi gérer cela à l'école. Parce qu'on a beaucoup parlé des parents. Jusqu'à présent, et les enseignants se trouvent dans une situation, beaucoup de garçons, qui ont perdu le contact visuel en classe, sont restés si longtemps en ligne, faisant des examens collectifs, n'est-ce pas, mec? Tu sais ça, n'est-ce pas? Ils trichaient, faisaient des examens collectifs, et maintenant ils doivent revenir au papier, revenir à l'école. Que pouvons-nous dire par rapport à votre attitude d'aujourd'hui ici, pour qu'ils puissent se développer en classe? La première chose que nous devons comprendre, c'est que les enseignants ont aussi besoin d'être soutenus, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont beaucoup souffert, n'est-ce pas? Les professionnels de la santé et de l'éducation ont été les plus touchés pendant la pandémie. Il y a eu 1,7 milliard d'élèves renvoyés chez eux soudainement et l'école a dû se réinventer très rapidement. Les enseignants ont dû se réinventer. Souvent, ils dans une petite maison, donnant des cours à un bout de la table, le mari à l'autre, l'enfant dans la chambre, l'enfant dans la cuisine, comme nous savons que c'est la réalité de la plupart des gens. La famille est entrée en désespoir pendant la pandémie et a commencé à accuser l'école, vous savez? Parce qu'elle voulait que l'école résolve le problème, l'école ne pouvait pas garder l'enfant à la maison. Je dis même que certains parents ont découvert qu'ils avaient des enfants pendant la pandémie parce que l'éducation des enfants était tellement externalisée. Il y a des gens qui m'ont appelé et ont dit « il mange beaucoup ». Si vous n'avez jamais remarqué que l'enfant mange beaucoup, c'est que vous ne la regardez pas, n'est-ce pas? Je mangeais comme un fou, comme ça, je sortais d'une frénésie dévorant tout. Alors, c'est un moment où l'on se dit « si je veux que ».
Et je pense que toute famille veut cela. Si je veux que l'école soit un second foyer, je dois, en tant que famille, être la première école. Je dois aussi comprendre que j'ai un rôle à jouer pour que l'école puisse se sentir plus, disons, accueillie, dans mon invitation à m'aider dans l'éducation de mes enfants. Et, bien sûr, l'école, qui n'a pas encore compris qu'elle n'est pas seulement un transmetteur de contenu, elle s'est perdue dans le processus éducatif. Toute école, c'est aussi d'abord un lieu d'émotion. C'est pourquoi l'enseignement à distance ne fonctionne pas. Il a été un palliatif, directement lié à la pandémie, heureusement qu'il y avait cette alternative. Mais l'école est un lieu, un environnement dans lequel nous nous engageons en tant que sujets émotionnels et nous avons des échanges affectifs et intellectuels. Si ce n'était pas le cas, YouTube aurait mis fin à l'emploi de professeurs dans le monde entier. Il y a des cours de tout là-bas. De mathématiques, de physique, de géopolitique, ce que vous voulez. C'est là, gratuitement, avec des personnes incroyables. Mais pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Parce que j'ai besoin de cet échange affectif. J'ai besoin de cet espace d'échange. Alors, les enseignants vont être très bien enrichis avec des contenus comme celui-ci. Nous devons aussi apprendre à accueillir. Parce que, d'abord, les enseignants sont aussi des parents. Chez Educa, nous avons une école d'éducation parentale et pour les éducateurs. Pourquoi? Les enseignants sont aussi des parents. Au moment où ils parviennent à accueillir leur propre enfant intérieur. Et leurs enfants, ils deviennent plus capables d'accueillir l'élève aussi, qui vient de familles en souffrance. Ce père et cette mère, qui arrivent en pointant du doigt, criant sur le professeur, ils demandent de l'aide. Cela ne justifie en aucun cas cette attitude déséquilibrée d'un père et d'une mère, mais c'est parce que nous devons parfois regarder et comprendre ce qui se cache derrière cela. C'est de l'angoisse, c'est de la douleur, c'est du désespoir, je suis perdu, aide-moi. Sauf qu'ils ne savent pas le traduire de cette manière et finissent par agresser à l'école. Et nous devons arrêter de voir cela comme si c'était les enseignants contre les parents, l'école contre la famille. Non. École et famille, enseignants et parents. Avec le plus grand projet qui existe dans la race humaine, qui est d'éduquer des âmes. C'est le plus beau projet. Alors, nous devons voir l'école comme un environnement qui travaille aussi les compétences socio-émotionnelles. Et c'est pour cela que j'aime et moi avons créé Educa. Pour que nous puissions aborder l'école comme un écosystème de santé mentale. Avec le socio-émotionnel intégré pour créer un parcours de développement de ces compétences de l'enseignement préscolaire jusqu'au nouveau lycée, le projet de vie, en accueillant les familles avec l'école d'éducation parentale et en nous rapprochant de ces familles en construisant ce parcours incroyable. Nous savons qu'il y a ce dicton qui dit que, pour éduquer un enfant, il faut tout un village, mais plus que jamais, ce village doit être mobilisé. Pour cette tâche d'éducation, car, en fait, la planète est un peu compliquée, c'est difficile. Nous devons être ensemble dans ce processus pour prendre soin les uns des autres. L'école est un lieu où nous construisons les puissances de l'âme et de l'intellect. Nous divisons cela de manière didactique, mais l'âme et l'intellect, les émotions, en réalité, sont ensemble et se renforcent mutuellement. Si vous êtes une personne qui ne se concentre que sur le fait que votre enfant soit capable de réussir l'ITA, et oubliez qu'il doit un jour supporter la fin d'une relation, qu'un jour il doit faire face à une compétition au travail, vous n'avez pas non plus forgé les compétences émotionnelles. L'école aujourd'hui est un espace privilégié parce que, regardez, j'aime, vous en tant que mère qui a un enfant à l'école, vous savez. Ce n'est pas une chose simple de laisser votre enfant 4, 5, 6 heures dans cet environnement. C'est un choix, du genre, je laisse la chose la plus précieuse de ma vie ici, à cet endroit. Donc, j'espère que cet endroit collaborera avec moi dans le développement de cet être que j'aime tant. Ainsi, il y a, en effet, un engagement très fort de la part d'une famille lorsqu'elle laisse un enfant à l'école. Et il y a un engagement de l'école à être ce second pilier. C'est une construction où l'on regarde aussi la famille, sans accuser, ni la famille de l'enseignante, sans accuser, mais comme des compagnons d'un grand voyage pour éduquer des âmes humaines. C'est pourquoi il est impossible d'imaginer une école qui n'a pas encore pris en compte le développement de ses compétences socio-émotionnelles. Nous devons regarder ces enfants et leurs familles en les aidant, dans ce processus, dans cet apprentissage des émotions, dans la construction de cette parentalité plus consciente et saine. Exactement. Et surtout, aussi, Alessandro, regardez également la santé mentale des enseignants. Je pense qu'en ce moment, c'est quelque chose qui fera une grande différence.
Je ne sais pas si l'éducation aussi. Je reçois vos emails, donc je m'en souviens toujours avec beaucoup de soin. C'est très beau, les gens. Il faut aller sur le site d'Educa pour découvrir, s'inscrire à la newsletter et se rapprocher, car c'est un travail magnifique. J'ai vu que vous renforcez beaucoup la santé mentale des enseignants. Parce que ils ont aussi leurs enfants blessés. Ils en ont. Ils ont leurs adolescents blessés. Et avec tout ce qu'on fait en classe. Et avec la famille des élèves, ce n'est pas possible. Ça devient très lourd. Alors, ainsi, cette vision que vous avez rapportée, il faut une tribu pour éduquer. Et cela, au sein des constellations familiales. Il y a une ligne d'études appelée pédagogie systémique qui est justement cette intégration. Je fais actuellement un master dans une école. Une école là au Mexique, Rosandro, qui a 8000 élèves. Et depuis l'enseignement maternel, dès la première année, jusqu'au post-doc là-bas. Les élèves, quand ils vont obtenir leur diplôme, ils vont recevoir le diplôme avec la mère et le père derrière, et les parents reçoivent le diplôme ensemble. Et dans le cas des parents décédés qui ne peuvent pas être présents, des représentants viennent. Cet élève choisit. Un camarade est dit ainsi, tu peux représenter ma mère, s'il te plaît. Tu peux représenter mon père, qui est là au CUDEC, à Mexico, où je fais ce master. Maintenant en psychologie systémique. Alors ainsi, quand on a ce regard, qui n'est pas école contre famille, qui n'est pas élève contre professeur, mais bien un réseau de soutien mutuel. Parce que aussi, si ce professeur ne prend pas soin de lui et entre dans son propre enfant blessé, il commence à se disputer avec l'élève en place. Si les parents ne peuvent pas s'en rendre compte, cela devient aussi un grand ring de combat. Et, évidemment, les élèves seront les plus lésés. Ce livre, Prosandro, je l'ai fait ainsi. Bien sûr, il est pour les adultes, mais qui va en recevoir les effets? Qui sont les enfants. Et nous traversons, juste pour conclure notre live ici, un moment de déconstruction sociale très important. Il y a beaucoup de nouveautés qui émergent. Le système éducatif subit également des changements. Il traverse cela aussi parce que les jeunes vont à 1000 à l'heure. Et nous devons nous adapter à ces changements. Donc, je voulais entendre un peu à ce sujet sur comment nous pouvons voir l'école s'ouvrir à cette nouveauté aussi, le système éducatif s'ouvrir à cette nouveauté également. C'est la déconstruction des murs qui nous séparent. C'est une école qui accueille. Chez Educa, nous avons la vision que l'école doit accueillir la famille, accueillir les enseignants, accueillir les élèves, et ensuite, fondamentalement, accueillir la communauté. Comprendre que l'école doit impacter le monde en commençant par son environnement. Elle doit impacter les personnes. C'est l'espace privilégié de formation du caractère, de formation des compétences pour que nous livrions au monde des personnes qui vont collaborer à l'apaisement. Nous vivons un moment de multitension. Nous vivons un moment où de nouvelles réalités sont arrivées pour que nous apprenions à les gérer, les réseaux sociaux, l'Internet. Les excès qui exigent que ces marges soient mieux définies. Pour que cette rivière puisse choisir son propre flux, mais avec les orientations nécessaires pour ceux qui n'ont pas encore la maturité complète pour choisir seuls leur propre chemin. L'école fait également partie de cette délimitation, de cette marge qui crée des chemins et des ruisseaux où l'individu découvre et rencontre de nouvelles réalités. Nous le savons, mais il est important que nous comprenions que l'enfant n'a pas encore le sida, n'est-ce pas? Nous sommes encore ce guide. Les professeurs, les parents, les éducateurs sont ce guide qui oriente jusqu'à ce que vous savez quand vous prenez votre enfant et que vous lui apprenez à faire du vélo quand il y a ces petits trous, vous y allez avec les petits trous, puis un jour vous enlevez les petits trous, vous tenez encore derrière et un jour vous lâchez. L'enfant regarde en arrière, croyant que vous êtes là, et quand il regarde, vous êtes bien loin. Et il a découvert maintenant, je sais pédaler. Comme on se souvient de Winnicott, n'est-ce pas? Qui dit ainsi, Winnicott, grand psychiatre et pédiatre américain. D'ailleurs, pédiatre, j'ai son livre ici, Dany. Tout commence à la maison. Oui, tu m'en as parlé. Regarde, tout commence à la maison. Il est un grand pédiatre, psychanalyste et psychiatre britannique. Il dit quelque chose, comme ça, la mère suffisamment bonne, que l'on peut aussi dire le père et la mère suffisamment bons, sont ceux qui un jour deviennent inutiles.
Pas parce qu'ils sont jetés, ce n'est pas ça le concept. C'est parce que maintenant l'enfant a l'autonomie pour avancer. Mais jusque-là, nous devons être la rive de cette rivière. C'est ça, mon frère. Oh là là, regarde, c'est déjà l'heure que nous avions convenu. Je veux te remercier beaucoup pour ta présence, pour ton soutien. Parce que pour moi, c'est toujours. Tu restes un Annie qui est une rive de la rivière pour moi ici. Tu as été une référence qui m'a stimulée à écrire mon premier livre. C'était toi. Regardez. C'est là. Au premier. Le premier, il est même en anglais les gars, si vous vivez à l'étranger, vous pouvez l'acheter sur Amazon en anglais pour Kindle aussi, mais il est en portugais. Oui, il est aussi au Portugal, il s'appelle Abraço à Sombra. Le premier. Oui, montre-le. Livre, ma sœur, que tu as lancé maintenant, juste pour que les gens le voient encore une fois. Regardez, les gens, c'est le livre. Je suis ici avec toi. Et pour l'acheter, comment on fait, ma sœur? Seulement, via le lien, que je n'accepte pas ce que je vois. Il va encore arriver sur Amazon, mais comme nous sommes dans la semaine de lancement, c'est maintenant l'éditeur qui l'a lancé. Donc les gens doivent cliquer. Ici, entrer dans mon profil. Et cliquer sur le Linktree, dont le premier lien redirigé vers la page qui est envoyé dans tout le Brésil. Pour vendre, parfait. Exactement. Et puis, nous allons. Il y a aussi beaucoup de gens de l'étranger qui demandent. La semaine prochaine, la mission va arriver. Regarde son livre ici. Ah oui, c'est Ravi. Ravi est un livre pour enfants qui travaille sur l'amour de soi chez les enfants qui ont une image de soi très blessée. Il est aussi sur mon Linktree. Tous ces livres, les Annie. Si vous me suivez à la fin du live, vous pouvez entrer dans mon Linktree où vous trouverez tous ces livres. Ceux-ci sont sur Amazon. Patty, j'ai déjà acheté le mien ici. Félicitations, Patty. C'était une belle lecture. C'est bien. Alors, mec, juste pour conclure, pour les personnes qui sont à l'étranger, la semaine prochaine, je vais le mettre à la fois sur Hotmart et aussi sur Amazon, sur Kindle. D'accord? Parfait, d'accord. Merci beaucoup, Rosanna, pour vos dernières considérations, s'il vous plaît. C'est une joie, mec. C'est une joie d'être ici, une joie de voir une autre. De tes contributions à l'humanité. Et aussi, si tu veux faire une remarque, Dani habite à Brasilia. Sur son LinkedIn, il y a aussi les informations. Elle a suivi la formation avec Beth et LinkedIn en Allemagne. Elle est l'une des représentantes de l'école ici au Brésil, n'est-ce pas, ma sœur? Pour que les gens sachent qu'elle s'est vraiment beaucoup investie dans ce qu'elle fait. Merci beaucoup. Alors, Rosandro, encore une fois, un bisou à Janine. Que Dieu vous garde. Les Annie, ce live sera enregistré sur mon profil et sera également disponible plus tard sur mon YouTube. D'accord? Gratitude, belle journée. Merci à tous pour votre présence. Au revoir, au revoir.